Bonjour, bienvenue à ce webinaire de l'UGAP sur le thème de l'accessibilité numérique. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ces très beaux locaux, les studios de chez WinePoint. Et quand je dis nous, c'est un ensemble de groupements, de participants, à savoir BearingPoint, Capgemini, CGI, WinePoint, Atos, Open et Soprasteria. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de monde. Exactement. Nous sommes nombreux aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est crucial, d'un thème qui est essentiel pour l'ensemble des acteurs publics, à savoir l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, pour donner quelques éléments de contexte, il y a en France une personne sur 5 qui est en situation de handicap, près de 20% de la population, et cela touche plus de 12 millions de personnes. Ces personnes, ce sont des citoyens comme vous, comme moi, qui ont besoin d'utiliser les services publics et notamment d'être accompagnés parfois pour une utilisation optimale de ces services publics. Donc aujourd'hui, nous allons collectivement, avec les experts qui sont présents, vous parler de bonnes pratiques, d'une part, vous parler également de retours d'expérience et vous donner des clés pour mieux comprendre ce sujet qui est essentiel, un enjeu phare au cœur de la transformation numérique. Vous qui nous écoutez, que vous soyez un ministère, que vous soyez un EPCI, que vous soyez une collectivité territoriale, et j'allais dire l'ensemble des fonctions, que ce soit une fonction de DSI, une fonction de métier, parce que nous sommes tous collectivement engagés dans cette démarche. Donc, je ne suis pas seule, comme je vous le disais, et j'ai la chance d'être très bien entourée aujourd'hui. Alors, je vais commencer à mes côtés. Il y a Alexandra Groux. Alexandra qui s'occupe, qui est de la police nationale, donc c'est une invitée de marque. Nous sommes honorés, et je t'en remercie Alexandra, d'être présente aujourd'hui. Merci Alice. Voilà, donc la police nationale, le ministère de l'Intérieur, qui va nous faire un retour d'expérience unique sur la démarche d'accessibilité au sein de la police nationale. J'ai également le plaisir d'avoir autour de moi un certain nombre d'experts et également un représentant de l'UGAP. Donc Jean-Nicolas, bonjour. Bonjour Alice. Merci à l'UGAP d'organiser ce webinaire et merci à toi d'y participer. On va revenir à toi dans quelques petites secondes. Je repars chez les dames et je suis accompagnée aussi de Élise Bidot. Élise qui est effectivement une experte accessibilité, qui travaille chez Open. Je vous disais tout à l'heure que nous étions très nombreux. Open est sur la partie AMOE-TMA, très impliquée dans l'accessibilité. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Élise. De notre côté, nous avons Julien Pessarossi-Langlois, qui représente Capgemini. Et puis Capgemini, avec CGI et WinePoint, sont les membres du groupement qui s'occupent de tous les sujets d'AMOA. Et puis enfin, dernier petit tour de table, nous avons Amaury Carrad. Donc Amaury travaille chez BearingPoint dans ce qu'on appelle le lot, en tout cas tout ce qui est lié au conseil SI. Merci Amaury. Merci. Et bienvenue. Voilà. Donc maintenant que vous nous connaissez un petit peu plus, eh bien, on va plonger dans le cœur du sujet. Avant d'aller dans le cœur du réacteur, on va aller, pour certains d'entre vous qui ne connaissaient peut-être pas suffisamment ou pas beaucoup l'UGAP, je vais venir vers toi, Jean-Nicolas, avec 3 points essentiels. Le premier pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous présenter l'UGAP? Qu'est-ce que l'UGAP, tout simplement? Bien sûr Alice, merci de votre invitation. L'UGAP, c'est l'Union des groupements d'achat publics. Depuis sa création en 1968, c'est le facilitateur de la commande publique. Elle est unique en France. C'est la première centrale d'achat généraliste, 100% dédiée à l'achat public et qui propose une offre complète de prestations intellectuelles à destination des acteurs publics pour les accompagner dans leur transformation numérique. Nous proposons un processus d'achat simple et rapide qui vous permet de vous dispenser d'appels d'offres publics. Nos marchés sont tous prêts à l'emploi et cela représente 750 titulaires, dont 50% sont des PME. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et c'est surtout plus de 20 000 clients satisfaits. Alors, maintenant que ceux qui ne connaissaient peut-être pas suffisamment l'UGAP ont ces quelques données chiffrées, au-delà
des données chiffrées, il y a des femmes, il y a des hommes impliqués à l'UGAP et il y a des avantages à passer par ce qu'on appelle le vecteur contractuel, c'est-à-dire à passer par vous. Peux-tu nous donner les 4 avantages clés du vecteur contractuel UGAP? Tout à fait. Oui, et c'est exactement ça. Il y a 4 bénéfices majeurs. Le premier bénéfice, c'est la sécurité juridique. C'est essentiel pour tous nos clients. Tous nos marchés respectent strictement le code de la commande publique. Le deuxième avantage, c'est le prix juste. Nous mettons systématiquement et régulièrement en concurrence tous nos marchés. Et évidemment, nous négocions nos prix au bénéfice de nos clients. Les difficultés budgétaires aujourd'hui ne sont un secret pour personne. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous sommes, nous, l'UGAP, garant du bon usage des deniers publics. Le dernier avantage? L'avant-dernier. Le troisième avantage, c'est le réseau territorial. Ce sont plus de 800 hommes et femmes dont je fais partie, qui partout en France, de Lille à Aix-en-Provence, de Bordeaux à Lyon, en passant par Nantes, Perpignan par exemple, ou Strasbourg, vous accompagnent, sont à votre écoute. Donc finalement, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, vous avez un conseiller de l'UGAP, comme moi, à l'écoute, et proche de vous. Et le dernier, enfin, avantage majeur, c'est l'accompagnement finalement, bout en bout, durant tout le processus d'achat, dès l'expression de votre besoin jusqu'à la fin de votre projet. C'est mon métier, c'est ma vocation. Finalement, notre métier à nous, c'est vous connaître, vous comprendre et vous apporter la meilleure solution. Alors, quelles que soient, j'allais dire, les personnes qui nous écoutent, quel que soit comme tu le disais à l'instant, hein, quel que soit le lieu géographique, la nature de l'établissement public, la structure, il y a aussi aujourd'hui une question basique, l'UGAP, l'IT et l'accessibilité. Pourquoi, finalement, faisons-nous ce webinaire ensemble aujourd'hui? Pourquoi est-ce si important pour vous comme pour nous? C'est capital. Aujourd'hui, l'accessibilité, comme tu l'as rappelé, c'est un enjeu majeur, un enjeu de société. Et l'UGAP l'a compris, nos partenaires l'ont compris, et c'est la raison pour laquelle on passe ce message aujourd'hui, et la raison pour laquelle l'UGAP met en place 6 marchés de prestations intellectuelles informatiques qui, au travers de ces marchés-là, vous permettent de bénéficier du meilleur accompagnement et de la meilleure offre aujourd'hui sur le marché pour mener à bien vos projets et surtout répondre à cet enjeu de société de rendre le numérique disponible et accessible à tous. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. On Merci, va y Alice. revenir tout à l'heure. Donc, il y a un maître mot dans la relation entre l'UGAP, d'un côté, entre les partenaires que nous représentons aujourd'hui ici, et puis les clients. Et là, je vais me tourner vers toi, Alexandra. Parmi ces clients, un des clients majeurs de l'UGAP, c'est le ministère de l'Intérieur. Et au sein du ministère de l'Intérieur, la police nationale que tu représentes aujourd'hui. Et vraiment, encore un immense merci. La police nationale, nous sommes tous à un degré plus ou moins proche liés à la police, parfois justement pas trop proche s'il le faut, mais en tout cas, nous avons envie d'avoir ton retour d'expérience. Peux-tu nous dire à ton niveau comment vous avez abordé au sein de la police nationale votre démarche d'accessibilité numérique? D'accord. Merci beaucoup, Alice, de me donner la parole et de profiter de l'occasion, effectivement, de vous faire part de ce retour d'expérience. Déjà, en préambule, je voudrais rappeler que la police nationale, comme toute administration, s'inscrit dans un cadre interministériel, celui du système d'information de l'État, qui est piloté par la direction interministérielle du numérique, relayée au niveau du ministère par notre propre direction du numérique. Mais tout ça, effectivement, pour dire que nous avons un cadre effectivement administratif, du numérique. Et ce cadre, en fait, il nous permet de connaître le cap à atteindre. Et c'est important, effectivement, de savoir où on doit aller. Et ce cadre, il est aussi, impulsé. Et ça représente aussi pour nous une opportunité, finalement, de se saisir à la fois, bien évidemment, de ce sujet, mais avec des choses très concrètes, des outils qui sont mis à notre disposition par la direction interministérielle du numérique ou la direction du numérique du ministère, autour de financement, de formation et d'outils très pratiques pour vérifier la mise en œuvre de l'accessibilité dans nos services numériques. Alors, le mot, certains connaissent d'ailleurs mieux la direction interministérielle sous le nom de DINUM, hein, puisque c'est un acronyme qui commence à être connu. Tu nous disais effectivement que vous avez mis en place de la formation, vous avez mis en place de la sensibilisation, de l'accompagnement. J'allais dire, concrètement, en termes humains, ça signifiait quoi?
Alors concrètement, la police nationale a dû aussi se fixer un objectif. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait ce cadre interministériel qu'il a fallu ensuite décliner. Et donc la police nationale s'est fixé des objectifs stratégiques. Et pour les atteindre, elle a recruté déjà un référent numérique responsable et accessibilité numérique, avec une personne dont c'est le travail à temps plein. Moi, j'ai occupé cette fonction avant, mais en plus de mes fonctions actuelles. La police nationale a recruté également un UX designer, voilà, dont la préoccupation est aussi d'intégrer l'accessibilité dans cette approche centrée autour des utilisateurs. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, le service de la transformation numérique est en train de créer une offre d'accompagnement pour les équipes projets, pour que les directions métiers qui pilotent leurs projets puissent concrètement mettre en œuvre l'accessibilité dans leurs services numériques. Donc, on est passé d'un état où effectivement il y avait peut-être une stratégie, une volonté, progressivement une montée en compétences, une implication de nouveaux agents et aujourd'hui une véritable structure dédiée. Exactement. D'accord. Alors, cette structure dédiée, justement, puisque tu as été référente accessibilité numérique, que peux-tu nous en dire? Peut-être la vie était-elle semée de roses dans ton côté, ou peut-être y a-t-il des obstacles, des difficultés. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme retour d'expérience qui, je crois, est inspirant pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? La difficulté que j'ai rencontrée, c'était celle, dans un premier temps, du temps, puisque je n'étais pas dédiée à cette fonction-là. Et en fait, j'ai du coup donné la priorité à l'accompagnement des équipes projets plutôt qu'à la rédaction, je l'avoue, d'un plan stratégique de mise en œuvre globale de tous nos systèmes d'information. Donc l'accompagnement, c'est voulu très didactique, voilà, pour vraiment être pédagogique, donner vraiment, déjà expliquer c'est quoi l'accessibilité numérique, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. On a parlé du handicap, mais il faut aussi parler des personnes qui sont tout simplement éloignées du numérique. Voilà, où je sais qu'il y en a d'autres qui le diront autour de cette table. Mais déjà, c'était de dire effectivement, c'est quoi l'accessibilité numérique, comment vous pouvez y aller, donner les clés, donner des outils, donc orienter. Voilà, ça a été mon rôle jusqu'à ce qu'effectivement, je passe le relais à mon collègue qui est arrivé récemment. Et alors justement, on parlait d'équipe. Quand on pense à l'accessibilité numérique, on peut penser à des outils, on peut penser à des moyens. Un axe essentiel, c'est la dimension humaine. Et quelles ont été les difficultés? A-t-il fallu être particulièrement convaincante au sein de ton équipe, au sein, j'allais dire, de la police au sens large? Comme on le répète, les situations de handicap, elles sont très, très variées, elles sont plurielles. Ça peut être des handicaps sensoriels, moteurs, enfin de nature diverse. Sur quel levier as-tu travaillé pour que tes équipes soient impliquées et qu'est-ce que tu as surmonté comme difficulté par rapport à cela? On a eu deux leviers. Le premier levier, donc, qui est dans le service de la transformation numérique, c'est que déjà, nous faisons des revues de portefeuille avec tous nos correspondants privilégiés dans les directions qui pilotent les projets métiers pour donc, les sensibiliser et s'assurer que dans tous les projets qui démarraient, l'accessibilité était prise en compte. Et si ça ne l'était pas, effectivement, c'est de pouvoir leur donner les clés pour y aller. La police nationale a quand même donné la priorité à la mise en accessibilité des services numériques qui sont fournis aux usagers, comme la plainte en ligne, là, tout dernièrement, voilà, qui a déjà maintenant un taux de 92% de conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, mais aussi sur le portail Ma Sécurité, qui était d'ailleurs l'un des premiers, voilà, qui aujourd'hui est à un taux de 77%, mais qui vise les 100% d'ici la fin d'année avec un nouvel audit. Je précise pour nos auditeurs, tous les sites que tu nous donnes et toutes les références vous seront mises dans le chat pour que vous puissiez effectivement aller voir ce qu'est Ma Plainte en ligne, en souhaitant à nos auditeurs de ne pas avoir à le faire, mais d'aller s'informer néanmoins de ce que ça peut représenter. Merci beaucoup. On va revenir après tout à l'heure dans une autre partie table ronde. Je vais maintenant m'adresser à Amaury. Amaury, on a par
première entrée dans le sujet via une expérience concrète, via une expertise au sein de la police nationale. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner une vision un peu plus macro, puisque le thème de notre webinaire, c'est l'accessibilité numérique. D'abord, ce sont certes des contraintes, mais pas que. Et puis, il y a aussi des opportunités. Alors, les contraintes, quand on pense contraintes, on pense enjeux légaux. À toi la parole. On pense enjeux légaux, on pense droit, effectivement. Le contexte juridique, qui remonte à loin, en réalité, pour l'accessibilité numérique, il remonte à 2005, une des lois les plus connues du milieu, qu'on appelle parfois la loi handicap, dont le nom réel est la loi pour l'égalité des chances, qui date du 11 février. Mais il a fallu du temps pour que ce qui est décrit dans cette loi commence à être applicable, appliqué et contraint derrière. Parce que le décret d'application inclus, il a fallu 3 ans pour qu'il arrive, en 2009. 4 ans, du coup, je ne sais pas compter, tout va bien. Et ce n'est qu'en 2016 que les premières sanctions sont arrivées. Entre-temps, le RG2A a été instauré parce qu'en 2005, la loi décrivait qu'il fallait respecter l'accessibilité, mais ce n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on peut signifier pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire RG2A? Bien sûr. Alors, le RG2A, ça a été mentionné tout à l'heure sous le terme de référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Le RG2A, c'est un référentiel qui permet d'estimer le niveau d'accessibilité d'un site web, en l'occurrence. C'est vraiment spécifique au web, ça ne s'applique pas aux applications mobiles, c'est vraiment que pour le web. Et c'est un ensemble de critères, en l'occurrence, il y en a 106 actuellement, mais ça a un peu évolué avec le temps, que l'on vérifie les uns après les autres sur un ensemble représentatif de pages, d'éléments, pour savoir quel est le niveau d'accessibilité d'un site et donc avoir une base sur laquelle s'appuyer. Donc tout à l'heure, quand on parlait de 77% de conformité au RG2A, au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est 77% de ces critères-là qui sont conformes sur le site internet qui aurait été testé, par exemple, dans le cas de ma plainte en ligne. Et peux-tu préciser pour nos auditeurs, le RG2A, c'est un cadre légal français? C'est tout à fait un cadre légal français. Alors, il s'appuie sur un cadre légal sur un cadre international, qui est le WCAG ou WCAG parfois, mais dont il ne reprend qu'une partie des éléments seulement. En l'occurrence, les 2 premiers niveaux, pour ceux à qui ça parle, ou si jamais vous voulez un petit peu approfondir le sujet. Il y a un cadre européen qui est venu s'ajouter plus récemment par-dessus cela, qui date de 2023, et qui donc lui s'appuie directement sur le WCAG, sur le WCAG, mais en France, on va continuer d'utiliser le RG2A, puisqu'il en est équivalent. Donc, on a commencé sur la fameuse loi du 11 février 2005. On est aujourd'hui en 2025. L'évolution pour plus d'accessibilité, plus... alors, on a utilisé le mot de contrainte. Est-ce que c'est uniquement des contraintes ou est-ce que tu le perçois tout de même comme étant un cadre qui permet de... C'est clairement un cadre qui permet d'eux, effectivement. Alors, certes, ça part de contraintes parce que ça permet un petit peu de motiver, peut-être de mettre le pied à l'étrier au début éventuellement, mais in fine, concevoir quelque chose qui soit accessible, qui soit conforme au RG2A, et puis au-delà même de cela, ça permet réellement de faire des services qui sont plus agréables à utiliser et plus faciles à utiliser pour absolument tout le monde en réalité, et pas du tout que pour les personnes qui vivraient avec un handicap, par exemple. Il y a pas mal de cas d'ailleurs qui... Tu voulais nous Oui. illustrer ça avec quelques expériences, enfin quelques Oui. exemples concrets? Oui, c'est ça. Il y a pas mal de cas d'accord. Il y a pas mal de cas d'administration qui ont fait des efforts d'accessibilité et dont les usagers l'ont remercié, mais même au-delà des usagers qui sont en situation de handicap, parce qu'il y a des améliorations d'accessibilité qui sont juste confortables pour tout le monde. Par exemple, un des éléments de l'accessibilité visuelle, c'est d'avoir des éléments suffisamment contrastés, par exemple. Un élément suffisamment contrasté, ça va aider une personne qui est déficiente visuelle, mais aussi un administré qui regarde votre site en plein soleil, par exemple. Donc il y a des choses qui vont avoir un impact beaucoup plus large que juste ces personnes-là. En termes et on peut préciser pour les personnes qui nous écoutent, ce qui est valable pour les usagers en termes de RG2A, c'est également valable aussi pour les agents, puisqu'on ne l'a pas tout à fait dit encore jusqu'à présent. Les règles du référentiel, elles sont là pour les citoyens, les usagers, les administrés, mais également au service des agents. Donc l'ensemble de l'écosystème est impliqué. Bien sûr, ne serait-ce parce qu'il y a des sites web internes dans l'administration qui sont à destination uniquement des agents. Rien que ceux-là, ils sont également
concernés par les obligations du RG2A et donc par ces améliorations-là. Et puis parce qu'effectivement, derrière, des services numériques qui sont meilleurs pour tout le monde, les agents sont des citoyens comme les autres, finalement. Les agents et les agentes ne sont pas à part. Donc effectivement, ils sont également concernés. Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Amaury. Alors, on a établi que c'est un enjeu essentiel pour l'UGAP et pour tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui. Nous avons écouté dans une première partie, Alexandra nous parlait de ce retour d'expérience au sein de la police nationale. Nous voyons avec toi effectivement ce cadre légal qui, comme on le rappelle, est là pour aider, accompagner et faire avancer. Pour trouver des solutions, je vais me tourner vers toi, Julien, et te poser une question assez simple. Alors, le RG2A, on l'a vu, des outils, il y a des personnes. Comment on s'y prend? Comment on démarre? Comment est-ce qu'on fait du bout en bout? Et comment on arrive, on a parlé tout à l'heure de la difficulté à faire impliquer des équipes, à faire en sorte que l'ensemble des métiers aient envie d'y aller? Comment on fait ça? Basse question. Je te remercie pour la question, Alice. Disons, ce qui nous drive à nous, ce qui nous dirige, ce qui nous motive, c'est, pardonnez l'anglicisme, le by design. C'est-à-dire que dès l'idéation d'un projet, quel qu'il soit, quand on parle de qualité, quand on a envie de faire les choses bien, il faut l'anticiper dès le début. Et donc, c'est pareil pour l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que quand vous pensez à un projet, quel qu'il soit, dès le début, vous devez anticiper toutes les problématiques, ce que vous voulez faire, pour vous assurer qu'au moment où ça va être mis en place, ça réponde à toutes vos problématiques, à toutes ces questions que vous vous êtes posées. L'accessibilité, c'est la même chose. Donc, dès le début, dès l'idéation de votre projet, il va falloir aller challenger pour aller essayer de voir si tous les aspects d'accessibilité sont vraiment là. Ça peut être des aspects de contraste, de lisibilité de l'information, d'usage aussi. Mais dès le début, ça veut dire donc que dès les métiers, mais aussi dès les équipes marketing, dès les personnes investies. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet de DSI. Exactement. Ça veut dire que tous les métiers du marketing, de la communication, des RH, tout le monde est a priori concerné. Exactement. Et si on dit tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément qui parfois apparaît comme énorme à prendre en charge, au final, c'est plein de petits bouts qui peuvent être répartis sur les épaules de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en adressant dès le début le sujet, on va pouvoir s'assurer que toute information, toute idée qui est apportée à une équipe aura été prédigérée, prépensée. Et nous, on est là pour vous accompagner là-dessus. Que les métiers, quand ils vont définir leurs besoins pour les équipes de développement, ils aient anticipé ces problématiques-là. Et un exemple que je prends toujours pour ça, c'est les images. Une image vaut plus que 1000 mots, c'est ce qu'on dit souvent. Et justement, ces images, comment je m'assure que des personnes qui auraient une déficience visuelle puissent capter ce message? Eh bien, on va faire en sorte qu'elles puissent entendre l'image. Mais l'équipe de développement qui, derrière, va implémenter l'image dans le logiciel ou dans le site web, elle va savoir comment le faire techniquement. Mais ce n'est pas elle qui va définir le message. Ça va être justement ces équipes métiers en amont, et elles-mêmes qui vont aller challenger les personnes qui ont investi dans le service, qui vont définir ce message et le mettre à disposition. Si je prends un exemple très concret, en tant que directrice marketing communication, quand on définit des messages pour une page web, par exemple, ou pour une application, que ce soit sur un téléphone ou autre, il y a eu une époque où on mettait effectivement beaucoup d'images, parce que voilà, c'était un effet un petit peu... Voilà. Ça veut dire que des personnes qui sont en amont doivent penser que derrière cette image, il faut que je mette quoi? Un petit descriptif, par exemple, pour que d'autres personnes qui n'ont pas accès puissent ne pas être bloquées, pénalisées? C'est ça. Donc, ça peut être sur un texte qui sera invisible sur le site, mais restitué par des technologies. Ça peut être une approche, ou c'est s'assurer que le contexte direct de l'image suffise à comprendre, sans l'image, ce qui se passe, et que l'image soit un aspect un peu plus décoratif, et juste pour rendre un peu plus sexy le service. Mais c'est en amont, ça peut être aussi en aval. C'est-à-dire que dans des missions que j'ai pu faire avec certaines métropoles, je me suis retrouvé à aller sensibiliser les contributeurs, les agents dont on parlait un petit peu plus tôt. Parce que dans ces différents services qui vont être développés avec notre accompagnement à tous, notre aide, de manière à ce qu'ils respectent le RGA, et plus, parce que le RGA, c'est une bonne approche, mais si on peut aller plus loin, c'est mieux. Mais les concitoyens, ils vont avoir le service, mais comment s'assurer que tous les contenus, parce que ces contenus numériques vont vivre,
reste accessible pour eux, mais il faut sensibiliser les contributeurs, les agents qui vont aller publier du contenu, qui vont aller mettre à jour une page d'information, qui vont aller parler d'un événement, qui vont créer des posters. Tout ça, c'est aussi notre rôle de vous accompagner pour pouvoir s'assurer que cette information reste inclusive. Donc une implication globale de nombre de partenaires. Il y a un aspect aussi, avant de lancer des applications notamment, qui est un des points de notre métier dans la transformation numérique et pour accompagner nos clients, c'est l'aspect test. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette dimension? Quel est le rôle finalement des testeurs dans cette démarche d'accessibilité numérique, puisqu'ils ont eux aussi, ils sont un maillon de cette chaîne? Oui, d'autant plus que le test, c'est là d'où je viens à la base, hein, donc tout ce qui est qualité logicielle, test, c'est vraiment mon ADN. Et toute l'idée de la qualité, c'est d'anticiper, pour pas qu'il y ait d'anomalies, d'erreurs, de non-conformité. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc l'idée, c'est d'avoir des tests derrière qui vont pouvoir les challenger un petit peu plus loin, vérifier qu'il n'y a rien qui soit passé à travers les mailles du filet, que rien soit passé à la trappe. Donc dans notre approche en continu, les métiers sont sensibilisés, fournissent un besoin qui a été pensé accessible. Les équipes de développement et les testeurs vont aller challenger ce besoin en disant « Est-ce que tu as vraiment pensé à tout ? Est-ce que toi, product owner, est-ce que toi, référent métier, tu as pensé à tout ?» Et derrière, est-ce que moi, testeur, je suis capable de trouver le scénario qui va me permettre d'assurer qu'on a vraiment pensé à tout et que non seulement on a pensé à tout, mais que la solution, elle marche, elle fonctionne, en se basant sur le référentiel qui est le RGA. Et c'est un avantage qu'on a en France, c'est que le RGA est un référentiel qui est pensé méthodologie pour vraiment aller challenger finement ces problématiques. Et puis même aller au-delà si besoin, si on a pu, via l'accompagnement des métiers, aller au-delà de ce référentiel. Merci beaucoup, Julien. Donc, on a vu avec Amaury, effectivement, d'une part, le RG2A ne concerne que les sites web, on le répète, hein, mais l'accessibilité numérique, c'est bien au-delà uniquement des sites web. On a parlé dans ce qu'on dit en anglais les devices, mais voilà, que ce soit les téléphones, les tablettes et tous les autres supports. On voit avec toi qu'effectivement, c'est une démarche qu'on appelle UX design, enfin, en tout cas, qui est implémentée dès le début. Il est toujours plus facile de réfléchir en amont que de mettre des petites rustines quand ça ne va pas. On va dire les choses de manière un peu basique. Donc, ces solutions qui existent, je vais aller maintenant me tourner vers Élise. Et j'aimerais, Élise, que tu nous donnes un petit peu plus de ton éclairage sur les bénéfices. Parce que là, pour l'instant, on a parlé de contraintes. On a parlé de mettre les mains sous le capot, entre guillemets, on a testé, mais donner envie, et ça c'est un point essentiel, il y a des bénéfices. Ces solutions, elles sont là au service de ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux, les 3 axes essentiels que tu pourrais partager avec nous tous? Oui, Alice. Effectivement, l'accessibilité, cette mise en place concrète de l'accessibilité, elle peut être perçue, on l'a vu, comme une vraie contrainte réglementaire, budgétaire aussi parfois, et puis technique et technologique. On a l'impression que c'est très compliqué à mettre en place. Mais en fait, quand on s'intéresse vraiment au sujet, quand on met les mains dedans, en fait, dans le code et dans cette mise en place de l'accessibilité, on se rend compte que de manière globale, ça améliore la qualité d'un site ou d'un service numérique. Et ça l'améliore, on va dire, de 3 façons. Premièrement, ça facilite vraiment l'accès à l'information pour tous. Alors pour tous, quelles que soient ses capacités physiques, mentales, quel que soit également son appareil ou son environnement qu'on va utiliser. Donc ça facilite vraiment cet accès. C'est vraiment de pouvoir en fait développer le site sur tous les appareils, en fait, que ça s'affiche en fait, de la même manière qu'on a accès à la même information, finalement, qu'on utilise un téléphone dernier cri ou qu'on utilise finalement un vieil ordinateur qui pourrait être mis à disposition dans une bibliothèque municipale. Donc le site, en fait, il va vraiment devoir s'adapter en largeur, en hauteur, et puis il doit vraiment aussi permettre une utilisation simplifiée et facile. On doit pouvoir permettre à notre utilisateur, quel qu'il soit, de pouvoir comprendre l'information en utilisant un vocabulaire, comme l'a dit tout à l'heure Julien, une contribution qui soit facile à comprendre.
Et puis aussi dans la manière dont on va structurer cette information. Donc dans la manière où on va accompagner finalement notre utilisateur à comprendre et à naviguer au travers l'information pour pouvoir réussir à aller chercher celle qui l'intéresse. Et donc ça se met en place concrètement vient du design interface, via une architecture de l'information qui va être visuelle, qui va être faite par du design, mais également par la manière dont on va coder cette information grâce à l'utilisation de bonnes pratiques en fait, de développement, des bonnes pratiques du code, des bonnes pratiques de l'HTML et du CSS. Donc, faciliter l'accès à l'information, la même information pour tous, Oui. la même qualité d'information, la même compréhension pour tous, ça c'est l'axe numéro 1. C'est là, Le oui. deuxième point, ce serait Le deuxième point, ce serait vraiment de faciliter les démarches, l'autonomie des citoyens dans la réalisation des démarches. Alors, et ça va passer principalement par mettre en conformité le site, réussir à les rendre compatibles avec les technologies d'assistance. Quand on parle technologie d'assistance, il y en a deux. C'est vraiment celles qui vont être à destination des personnes qui sont en situation de handicap. On va pouvoir parler de clavier braille ou de page braille. On va pouvoir parler de dispositifs de navigation au clavier ou alors de lecteurs d'écran. Donc il faut permettre vraiment que le site puisse traduire en fait toutes les informations à travers pas forcément une seule utilisation, mais à travers plein de façons différentes d'accéder à la même information. Et puis aussi, c'est à destination des personnes, des utilisateurs qui vont utiliser des nouveaux usages. On va parler principalement de tout ce qui va être assistants vocaux. Voilà, ça c'est peut-être un sujet que peu de personnes maîtrisent, faut être tout à fait clair. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je vais vous donner un exemple très concret. Je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont déjà utilisé, par exemple, leurs assistants vocaux sur leur téléphone portable et qui ont juste appuyé sur, pour pas le citer, mais on appuie sur un bouton et on dit « Oui, est-ce que tu peux me donner les horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale ?» par exemple. Eh bien ça, ces assistants vocaux, ils fonctionnent exactement de la même manière que les technologies d'assistance. On va parler aussi, par exemple, des moteurs de recherche. Alors, des moteurs de recherche comme, par exemple, Google, qui va venir lire, en fait, l'information sur votre site et pouvoir la retraduire, en fait, et référencer naturellement votre site. Tout ça, ça fonctionne exactement de la même manière. Tous ces moteurs, ils lisent, en fait, l'information pareil. Donc, mettre en accessibilité le site pour pouvoir le traduire, le mettre à disposition des personnes en situation de handicap, finalement, ça va vous permettre aussi d'améliorer le référencement naturel et puis d'avoir un meilleur référencement SEO, en fait, des navigateurs. Et même aujourd'hui, avec l'IA, on se rend compte que les IA, elles fonctionnent un petit peu sous les mêmes principes. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, de réfléchir en amont, de structurer l'information différemment. Oui. Et que cette structuration d'information, elle est bénéfique pour tous, bénéfique pour les personnes qui peuvent y accéder, puisque le mot accessibilité permet aux autres d'y accéder, et on va dire des bénéfices connexes, c'est-à-dire du référencement ou aujourd'hui l'utilisation de l'IA. Le troisième point qui est effectivement essentiel aussi, c'est dans les bénéfices concrets, il y a l'aspect qualitatif. Il y a l'aspect optimisation, il y a l'aspect sécurité. Et les enjeux de sécurité, les gens qui nous écoutent aujourd'hui le savent, ce sont des enjeux phares parce qu'on est tous concernés ou en tout cas vigilants. Oui, effectivement, l'accessibilité, elle nous demande en fait d'utiliser les bonnes pratiques du développement. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de mettre en place le code d'une manière extrêmement structurée et respecter les bonnes pratiques internationales. Ça va nous permettre, effectivement, d'améliorer la sécurité du site et puis surtout d'améliorer la maintenance globale et la maintenabilité en fait de l'accessibilité et des bonnes pratiques dans le temps. Donc ça a deux avantages. Le premier, c'est effectivement d'améliorer la qualité du site et puis de faciliter sa maintenance. Parce que si votre site il est développé de manière un petit peu exotique par un développeur dans son coin, si jamais vous changez, vous faites appel à un prestataire ou que votre développeur en interne est remplacé, la nouvelle personne, elle ne va pas comprendre ce qui a été fait, elle va mettre du temps, elle va devoir sûrement réécrire des choses. Alors que si on utilise vraiment les standards qui sont sur le marché, ça va permettre une reprise facilitée, ça va permettre d'optimiser aussi les coûts de TMA
Et puis, ça va permettre de maintenir beaucoup plus facilement, en fait, dans le temps, son site et surtout de l'améliorer en continu. Parce que l'accessibilité... Donc, on gagne en qualité et on gagne en amélioration continue et on réduit nos coûts. On d'une réduit certaine nos façon. coûts, exactement. Et il y a une petite astuce aussi que vous pouvez demander à vos prestataires, c'est qu'il existe aujourd'hui des modules déjà préconçus. Il existe des bibliothèques de composants qui sont déjà accessibles et accessibles en plus en open source. Et donc, c'est une des solutions, c'est un des leviers qui peut permettre aussi des fois de mettre en place l'accessibilité de manière un petit peu moins coûteuse et d'accélérer en fait les processus de cette mise en place. Merci beaucoup, Élise. Alors, dans la partie 1, nous allons entrer qui est plus un échange entre vous. Donc, on a vu d'une part enjeu phare de l'UGAP, on a vu un retour d'expérience du ministère de l'Intérieur et de la Police nationale avec des personnes dédiées, une équipe, une montée en compétences. On voit que c'est un sujet qu'il faut prendre dès le début. Effectivement, dans la dimension UX design, nous avons parlé de ces contraintes légales et des bénéfices. J'ai beaucoup aimé ton mot d'exotisme. Effectivement, autant ne pas faire trop d'exotisme si l'exotisme n'est pas finalement si efficace pour tout et complique l'existence à la fois des agents, des citoyens et de toutes les prestataires. Aujourd'hui, l'accessibilité, c'est vraiment pour nous tous, et je le répète, pour l'UGAP et pour les partenaires qui sont là, une attente des citoyens, une réponse adaptée que nous devons apporter à tous. J'ai envie d'être un petit peu taquine avec les uns et les autres et de vous dire, oui, d'accord, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup, ici et maintenant. Est-ce qu'il existe cependant, entre guillemets, des tendances en termes d'accessibilité numérique? Je dis ça en reprenant une casquette assez marketing-communication. Il y a quelques années, on faisait des sites avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de photos. Tu le disais tout à l'heure, et certainement pas en pensant aux personnes qui étaient en incapacité de les voir. Puis, il y a eu une dimension un peu mode qui voulait qu'on était un petit peu minimaliste zen. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, la tendance, c'est quoi? Et sans parler justement d'exotisme, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les, peut-être pas les effets de mode, mais en tout cas cette dimension accessibilité et ici et maintenant? Vaste sujet. Ah, mais on est là justement Quelle est la pour tendance? ouvrir. On a tous, quand on pense tendance de site web, moi j'ai toujours l'image des premiers sites web avec les modems qui craquaient et les couleurs un peu flashy et un peu bizarres. Donc déjà, ce qui est bien avec l'accessibilité et le bon goût, c'est que ce genre de site a disparu. Donc ça, c'est déjà Déjà le bon goût aussi a retrouvé Ouais. son retour. Moi, j'aime bien penser avec l'accessibilité, l'associer à d'autres aspects du numérique responsable. Juste une petite parenthèse, ça va être l'aspect, ce qu'on appelle le sustainable IT, donc le numérique responsable, l'aspect impact carbone. Et on a tous vu des sites web où il y avait des images partout, des vidéos, des pop-ins, ça flashait, etc. En fait, l'accessibilité, déjà, quand on voit le cadre, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont tendance à disparaître parce que c'est soit pas accessible, soit difficilement accessible. Et en plus, ça a eu un effet virtueux, c'est que en se débarrassant de ces types de contenus, ça demande moins de ressources, donc l'impact carbone diminue. Généralement, vos sites comme ça, c'est plus simple de les rendre accessibles quand ils ont moins de Donc contenu. cette dimension numérique responsable. Amaury, tu voulais... Quelque chose qui finalement va assez avec ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est qu'une tendance que je vois également, c'est le fait d'apporter plus de résilience finalement aux services qui sont conçus. Ça va avec ce qui a été dit, parce qu'un service plus simple, c'est un service plus solide, c'est un service plus stable, plus résilient finalement. Plus de résilience, c'est des services publics pour tout le monde derrière, et c'est ça qui est important, notamment dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Un service qui est réellement inclusif pour tous, donc un service qui est utilisable par tous les citoyens, par toutes les citoyennes, sans exception. C'est une tendance qui vient avec l'accessibilité numérique en réalité, parce que ça va de pair, en fait. Ça va totalement de pair. Je vois qu'Élise avait envie de rebondir. Oui, effectivement. Moi, je voudrais parler d'une tendance qu'on a vue il y a quelque temps et qui est en train de disparaître et qui est une vraie fausse bonne idée. On allait y venir. On allait y venir, mais justement. Là, on est dans les bonnes pratiques, mais on va aussi parler des
des fausses bonnes idées. Allez-y. Bonnes idées. Des fois, certaines personnes qui veulent faire de l'accessibilité veulent aller un petit peu trop loin et veulent mettre en fait un petit composant qu'on voit souvent en haut des sites et qui permet à l'utilisateur de choisir en fait son mode d'affichage, qui permet d'afficher voilà, en noir et blanc ou qui permet d'agrandir la taille des caractères. Et pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce qu'en fait, c'est un petit plugin qui est assez stigmatisant et que la plupart des personnes qui sont en situation de handicap ne se considèrent pas en situation de handicap. Ils ne veulent pas que ça se sache. Exactement. Donc en fait, c'est des petits composants qui coûtent cher à développer, qui sont mis voilà, en surcouche et qui n'apportent pas vraiment une grande valeur ajoutée aux utilisateurs qui, quand on a en fait un handicap, on est déjà outillé généralement sur son navigateur, on utilise déjà notre technologie qu'on connaît et on n'a pas besoin en fait de cette surcouche et on n'a pas besoin de nous dire « Ah, tu as un problème, donc je t'ai créé quelque chose pour toi ». L'idée, c'est vraiment... C'est stigmatisant pour certains, en tout cas, qui peut Exactement. paraître. Donc, une des grandes tendances, et c'est que là, j'y reviens, c'est vraiment de créer des sites qui sont inclusifs et pas de créer deux niveaux d'accès à l'information qui sont différents et une information en parallèle, en fait. D'accord. Alors, Alexandra, sans parler des tendances au niveau de la police nationale, je ne sais d'ailleurs pas si on peut parler vraiment de tendances. Là, il y a un cadre qui est lié aux administrations, à un ministère comme le ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à votre démarche? Est-ce que tous ces aspects-là ont été soit abordés, soit soulevés, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Nous, on a, je pense, suivi effectivement cette impulsion qui était donnée par la DINUM. Alors, à la fois avec ses contraintes et ses opportunités voilà, que ça représente. Et aujourd'hui, effectivement, on voit cette demande d'accès aussi un peu multimodal, si je peux me permettre l'expression, d'accès aux services publics en ligne, numériques. Et c'est pour ça que la police nationale a aussi élargi la façon d'accéder à ces services, et notamment, en plus de la plainte en ligne, bientôt, alors je n'ai pas encore l'échéance, mais en tout cas bientôt, on pourra déposer plainte en vidéo. Voilà, et ce qui correspond à une tendance. Voilà, et après, effectivement, il faut poursuivre le mouvement. Et je rejoins aussi ce qui a été dit par Amaury, c'est que si la police nationale a donné d'abord la priorité sur l'accessibilité aux citoyens, aujourd'hui, cette dimension et cette démarche, elle est aussi là pour les agents. Oui. Et d'ailleurs, sur le portail Ma Sécurité, il y a un back-office qui va commencer à être développé et qui va intégrer la dimension accessibilité by design, comme le disait Julien. D'accord. Je vais rebondir un petit peu aussi vers toi, vers l'UGAP sur ce sujet. Est-ce que effectivement, alors on sait bien que c'est pas une tendance, mais pour l'UGAP, c'est une valeur forte, cette valeur d'inclusion et d'accessibilité, qui, elle, est quelque chose de pérenne. Et en tout cas, c'est un des piliers de l'UGAP aujourd'hui. Oui, tout à fait. Par la multiplicité de la nature de nos clients, notamment dans les territoires, il y a un vrai besoin, une vraie demande de leurs utilisateurs, des usagers, à accéder à des sites internet qui soient donc des offres de services des différentes entités publiques, qui soient disponibles et qui soient accessibles à tous, quel que soit finalement, comme tu le disais, qu'on soit en situation de handicap ou non, on veut tous finalement avoir la même expérience d'utilisation. Et ça, pour nous, c'est capital. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Alors, donc là, tout à l'heure, on parlait un peu de ces tendances, des effets de mode. J'aimerais effectivement qu'on essaye de regarder ensemble. On va tout à l'heure prendre des questions, puisque je sais qu'il y a des questions dans le chat. Donc, on va aborder, je rassure nos auditeurs, on abordera certaines questions que vous allez nous poser. Je voudrais revenir un tout petit peu sur un autre aspect qu'on n'a pas tout à fait mentionné encore, qui est donc les mauvaises idées, les mauvaises pratiques. On en a des bonnes, mais on a aussi, il y a quelques ratés. Il y a parfois, on tente et puis ça ne fonctionne pas aussi bien que espéré. Donc ça, on va faire un petit point sur les petits ratés peut-être, mais surtout revenir aussi sur cette dimension innovation, peut-être qui n'est pas suffisamment mise en avant. Et donc maintenant, on va prendre une partie là-dessus. L'accessibilité numérique, ça permet aussi d'innover. Ça permet aussi, dans la transformation numérique du secteur public, d'apporter des plus-values. Alors,
petit mot sur les petits ratés. Il y en a un ou deux qui a un exemple ou pas de ce qui était une fausse bonne idée. Moi, j'ai un petit raté. Un petit raté, J'ai un allons. petit raté. C'est une expérience, voilà, un cas d'usage client où on nous a demandé de ne rendre accessible qu'une partie du site, et en fait que quelques pages du site, parce qu'il y avait un agent, une collaboratrice qui était en situation de handicap. Et donc, c'était pas l'intégralité, voilà, de l'outil, mais c'était juste quelques des fragments d'accessibilité. Et en fait, je pense que c'est une vraie aussi fausse bonne pratique et fausse bonne idée. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche d'accessibilité, eh bien, et qu'on a vraiment compris ce que c'est, eh bien, on va mettre tout notre outil ou tout notre site accessible et on va pas limiter juste certaines personnes à avoir le droit de n'accéder qu'à certaines petites choses, en fait. Je crois que c'est essentiel de le dire, effectivement, que l'accessibilité numérique, elle est pour tous. Elle est pour toutes et pour tous. Nous sommes tous citoyens et effectivement, les services publics, c'est un dû vis-à-vis de chacun d'entre nous. Donc, D'ailleurs, là-dessus, j'ai une expérience très similaire où en fait, c'était l'équipe de développement qui n'avait pas très bien compris le principe de l'accessibilité et qui se cachait derrière une mauvaise compréhension. Donc, en travaillant un petit peu avec eux, ça s'est résolu très rapidement. Partie du principe, mais le RGA, c'est du site web, on l'a mentionné. Mais du coup, un PDF, c'est pas du site web. Donc, du coup, le PDF, il n'y a pas besoin d'être accessible. Bah si. Si, malheureusement, si. Et c'est une grosse problématique d'ailleurs. C'est comment créer des contenus issus d'outils et d'éthique accessibles. Il y a une vraie problématique là-dessus, sur les bonnes pratiques, les outils à utiliser et comment créer ces contenus téléchargeables de manière à ce qu'ils soient accessibles. alors, on va reparler. J'ai 2-3 petites questions qui arrivent là. Avant de les prendre, enfin, en prendre au moins une ou deux questions. J'aimerais bien revenir aussi donc vis-à-vis de tous sur cette dimension innovation. Face à un obstacle, il y a deux solutions. On regarde, on ne bouge pas, ou alors on passe l'obstacle, on réfléchit ensemble, collectivement. Qu'est-ce que vous voyez en termes d'aspect innovant? En quoi l'accessibilité, finalement, elle oblige peut-être à être un peu innovant? Ben, déjà, je crois que c'est Élise qui a parlé du facile à lire et à comprendre, même si ce n'était pas formulé comme ça, qui est une des dimensions de l'accessibilité numérique. Et je crois que dans l'administration, nous avons quand même beaucoup d'expressions qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre pour le citoyen. On a quand même beaucoup de jargon. Oui. Et effectivement, je pense que une des choses sur lesquelles ça va nous permettre, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais de l'innovation métier quand même. Oui, Enfin, oui, ça oui, fait oui. partie de la transformation des métiers, parce que la transformation numérique, c'est quand même ça. C'est pas que de la technologie, c'est la modification profonde de nos métiers. Et ben, c'est repenser en fait la façon dont on s'adresse aux citoyens, voilà, pour que l'information elle soit accessible facilement et même dans les termes que nous utilisons. Oui, dans le vocabulaire, effectivement, qu'il n'y ait pas on va dire une stigmatisation ou un empêchement. Voilà. Oui, moi je peux rebondir. Alors, c'est vrai que c'est des contraintes. On a vu qu'il fallait un petit peu standardiser le web et la façon dont on le fait, mais ça n'empêche absolument pas eh bien, de toujours innover et de toujours mettre en place et de toujours chercher justement des nouvelles façons de s'adresser aux citoyens, de créer des démarches qui vont être de plus en plus efficaces, de simplifier les processus. Parce qu'effectivement, si vous avez une démarche en ligne à faire qui est extrêmement compliquée, où on demande beaucoup de choses aux citoyens, eh ben, il va perdre en autonomie. Il va avoir peur, il va se lasser. Ou alors il va se lasser. Voilà. Et je peux citer devant tout le monde un dimanche après-midi avoir passé 3h40 pour essayer de faire une démarche administrative qui, in fine, n'est pas faite et où j'ai dû me déplacer. Et c'est effectivement frustrant, au-delà de tout, de passer un temps comme ça. Donc effectivement, c'est aider l'ensemble des citoyens par rapport à cette facilitation. Cette facilitation, et c'est simplifier aussi les démarches en fait de l'administration. Voilà, c'est pas juste, on va pas juste copier la démarche qui existe pour pouvoir la mettre en place numériquement. Il y a toute une réflexion aussi à se dire comment je peux faciliter finalement eh bien, tous mes process, même en interne chez moi. En fait, c'est pas que toujours à destination des citoyens, ça peut être aussi à destination de nos agents. Faciliter le travail des agents pour rendre les équipes beaucoup plus efficientes. Alors, quand on parle des agents,
on va répéter encore et encore, que ce soit des ministères, que ce soit des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de PCI, qu'il s'agisse enfin, de toute structure, ce que nous disons là sur l'accessibilité est valable pour tous les acteurs publics au sens large. Alors, dans les questions qui nous sont posées dans le chat, certaines parlent des extensions. Est-ce que les extensions existantes sur les navigateurs peuvent répondre à certains critères RGA pour avoir un meilleur taux de conformité? Alors, qui prend la question des extensions? Je peux, par exemple. Ah, Alors, Maurice. il y a plusieurs manières de répondre enfin, il y a plusieurs axes de répondre à cette question. Alors déjà, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que la conformité au RG2A, la conformité à l'accessibilité, c'est quelque chose qui s'évalue entre guillemets pur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de demander à vos usagers, aux utilisateurs, d'installer des extensions sur leur navigateur pour que votre site soit mieux accessible pour eux. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Ça marche plutôt dans un sens d'une démarche qui doit être inclusive, où on s'arrange pour que tout le monde puisse utiliser le site web de manière correcte, de manière normale, quel que soit leur outillage. Une autre manière d'interpréter la question, éventuellement, ça peut être si des extensions navigateurs peuvent exister pour aider à rendre accessible un site pour les équipes techniques. Dans ce cas, oui, il y en a, mais ce ne sera qu'une aide à la correction et rien de plus, et ce ne sera jamais exhaustif. Il n'y a pas d'outils magiques qui vont détecter tous les problèmes d'accessibilité. Ça, vous n'échapperez pas à un audit humain qui pourra faire des tests que la machine ne peut pas encore faire. Donc, pour les usagers, non. Pour les développeurs, en partie. Alors, une question sur comment l'UGAP choisit-elle les éditeurs de logiciels? Y a-t-il une exigence dans les solutions numériques proposées? Je me tourne vers un représentant de l'UGAP pour répondre à cette question. Avec plaisir. Et d'abord, merci d'avoir posé cette question. Alors, l'UGAP a un avantage majeur, c'est qu'elle vous permet aujourd'hui de disposer d'une bibliothèque qui est la plus élargie aujourd'hui en France pour une centrale d'achat public d'un certain nombre de solutions de logiciels. Ce marché se nomme multi-éditeur et vous pourrez trouver tout ce catalogue, cette bibliothèque accessible en ligne sur notre site ugap.fr. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence majeure à ce que les solutions que l'on met à disposition, donc les solutions logicielles qu'on met à disposition de nos clients, soient conformes à 100% au RG2A. Toutefois, évidemment, quand on les choisit, il faut que le logiciel réponde tout d'abord à un besoin de nos clients. C'est quand même l'essentiel. Et puis la deuxième réponse à cette question, c'est que dans la bibliothèque de solutions logicielles que l'on propose, évidemment, si votre solution offre un avantage par rapport à d'autres en termes de performance, d'accessibilité, ce sera complètement différenciant. Merci Jean-Nicolas. Alors, on a un autre point qui remonte dans le chat, qui est lié à la dimension open source. Le partage des liens, les technologies spécifiques. Y a-t-il des technologies spécifiques? Qui prend la main sur cette... Julien, tu as envie? Je peux déjà dire un mot sur si l'open source, c'est savoir comment développer un site accessible. En fait, l'idée, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de plus open source que juste le HTML, le CSS, qui est la langue du site web que va interpréter le navigateur. Donc là, il y a juste à se tourner vers le RGA pour voir les bonnes pratiques. Et comme je le mentionnais plus tôt, toutes les méthodologies sont mises en place. Et il faut comprendre le jargon, il faut prendre un peu de temps pour pouvoir se l'approprier. Mais ce qui est intéressant avec ce qu'a mis en place la DINUM, c'est qu'il n'y a pas besoin de certification, il n'y a pas besoin d'éléments pour juste accéder au matériel. Le matériel est là, en ligne, gratuitement, sur le site de la DINUM. Vous trouverez le RGA à appliquer dans votre code. Ensuite, pour les technologies... On va mettre le site de la DINUM aussi dans le chat. Voilà. Comme ça, tout le monde pourra accéder à ces informations-là. Si ce n'est déjà fait, voilà. Pour les technologies, je vais peut-être laisser d'autres personnes s'exprimer. Oui, merci Julien. Je voulais apporter un complément. Je ne sais pas si ça peut éclairer effectivement les personnes qui suivent le webinaire, mais puisqu'on s'adresse à des gens, à des services numériques pour les acteurs publics, j'aimerais souligner effectivement la mise à disposition par le service d'information du gouvernement du DSFR. Alors excusez-moi pour l'acronyme, mais en fait c'est le système de design de l'État. Qui est un ensemble, alors peut-être certains en parleront mieux que moi, mais c'est un ensemble de composants en fait utilisables facilement. Enfin, moi, je vais te parler de briques comme des Lego, en gros, pour justement créer un site
avec des codes qui répondent déjà au code visuel de l'administration et qui embarquent nativement des critères de l'accessibilité. Ce n'est pas 100% bien sûr conforme au RGA, mais déjà il y a des choses de base. Déjà, il y a alors des briques ou en tout cas des éléments qui facilitent pour les ministères. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au ministère de l'Intérieur ou c'est cross-ministère, on va dire? Exactement, c'est pour toutes les administrations. En D'accord. fait, ça permet de dire, en tout cas pour les services qui sont rendus aux usagers, vous êtes sur un service étatique. Voilà. D'accord. Déjà, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le service de l'information du gouvernement qui l'a développé. C'était vraiment pour permettre un meilleur référencement. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, on a une autre question qui est de nous dire, ce sera la dernière de notre chat. Pour les personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Nous n'aurons aucun souci à y répondre postérieurement. La dernière, comment rendre des questionnaires ou des enquêtes accessibles? Auriez-vous des conseils? Alors, je pense que des conseils, nous avons l'expertise autour de cette table pour en donner. Qui veut donner des premiers conseils sur ces fameux questionnaires ou ces requêtes? Oui, moi je veux bien. Un des premiers conseils qu'on pourrait vous donner, c'est vraiment la prévention des erreurs. En fait, quand on remplit un questionnaire, par moment, on se trompe parce qu'il y a souvent des nomenclatures extrêmement précises à renseigner, comme par exemple sur des formats de dates. Et donc, on peut se tromper rapidement. On a mis un point au lieu d'un slash, etc. Donc, une des premières solutions, c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs dans la correction de leurs erreurs. Et bien, tout simplement en leur indiquant quand est-ce qu'ils ont fait une erreur, où est-ce que l'erreur a été commise, et surtout, comment est-ce qu'il peut la corriger avant la validation. Donc ça va lui permettre tout simplement de voir son erreur et puis de pouvoir réussir juste à compléter son formulaire et à le valider. Et on peut l'accompagner aussi dans sa démarche en lui faisant des questionnaires beaucoup plus courts et en segmentant en fait ces questionnaires par grandes parties. Vraiment en mettant une petite timeline en haut en lui disant vous aurez 50 questions, vous en aurez 20. Ça lui permet de se projeter aussi et de l'accompagner tout doucement en fait dans la réalisation de sa tâche. Le plus peut être l'ennemi du mieux dans ces moments-là. Tout à fait. D'accord. Oui, tu voulais rebondir. Un autre Amaury? élément que j'ajouterais, en plus de ce qui a été mentionné, avec lequel je souscris totalement d'ailleurs, c'est de s'assurer qu'aucune donnée ne soit jamais perdue. Par exemple, s'il y a une erreur, ne pas se retrouver face à un formulaire totalement vide ou ce genre de choses, ce qui frustre, Qui est frustrant, ce qui tout le monde frustre tout le reconnaît. monde, mais ce qui peut être extrêmement bloquant pour des personnes qui ont besoin, par exemple, de beaucoup de temps pour remplir les formulaires parce qu'elles tapent moins vite pour diverses raisons, et peu importe finalement ces raisons, c'est pas le sujet. Donc s'assurer de ce genre de choses, s'assurer qu'il n'y ait pas de délai maximal pour remplir les formulaires pour les mêmes genres de raisons. D'ailleurs, ces éléments en fait, font partie non pas du RG2A mais du WCG au niveau AAA, donc un niveau qui est au-delà du RG2A. Donc c'est un exemple élémentaire de quelque chose qui n'est pas dans le RG2A mais qui pourtant est de l'accessibilité. Donc voilà, je pourrais ajouter ça par exemple. Merci beaucoup, Amaury. Alors, on arrive tout doucement vers le terme de ce webinaire sur l'accessibilité numérique. Donc, on a effectivement vu qu'il existe des solutions, qu'il existe de bonnes et de mauvaises idées, qu'il existe des moyens efficaces, éprouvés par certains, et nous vous en remercions. Je voudrais rappeler, avant de redonner la parole à Jean-Nicolas Lopez et à l'UGAP, qu'effectivement, l'ensemble des partenaires que nous sommes tous réunis aujourd'hui, et même si tout le monde n'est pas physiquement présent, l'UGAP a des prestations intellectuelles informatiques, a des marchés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Jean-Nicolas, de nouveau? Et puis, avant que les uns et les autres puissent dire le mot de la fin, parce que je souhaite que chacun d'entre nous ait le mot ou la phrase de la fin, j'aimerais que tu nous reviennes un petit peu sur, effectivement, cet enjeu essentiel. Pourquoi, vous, à l'UGAP, vous avez saisi le sujet et en quoi, aujourd'hui, vous en faites un point essentiel? Oui, merci Alice. Pour moi, on est au-delà de la tendance, on est sur une nécessité de société, un enjeu de société auquel on souhaite apporter des solutions. Et donc, pour apporter ces solutions, l'UGAP met à votre disposition, alors évidemment, comme vous avez pu l'entendre, des partenaires, des hommes et des femmes qui sont passionnés par ce qu'ils proposent, par leur travail. Et ça, je les en remercie. Donc, ces 6 marchés-là, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage informatique, de conseil en système d'information et d'assistance à maîtrise d'œuvre, évidemment,
vous sont accessibles dans un cadre évidemment de stricte sécurité juridique dans le cadre des marchés Oui, UGAP. reprenons quand même les avantages Ouais, tout à clés fait. pour qu'on puisse Tout à fait. comprendre si on veut effectivement se faire aider, comment peut-on y aller? Alors, le cadre est le meilleur, je pense, pour vous, et c'est la raison pour laquelle on vous passe ce message-là. Donc, une sécurité juridique qui est essentielle pour vous. Mais au-delà de ça, c'est finalement un processus d'achat simplifié et rapide dans un contexte, notamment du numérique, qui évolue très rapidement. On vous fait gagner un temps considérable en profitant d'une qualité de service. Donc, vous avez pu l'entendre, et nous, on leur fait complètement confiance. Des professionnels dédiés à ce qu'ils font et qui sont passionnés. Et finalement, mon métier à moi, c'est justement de vous transmettre ces messages, d'être à votre disposition, à votre écoute, pour vous apporter au travers de nos partenaires les meilleures solutions du marché. Alors, on a presque terminé, donc je vais faire le dernier petit tour de table et je vais demander à chacun d'entre vous, accessibilité numérique, transformation numérique, le mot de la fin pour Élise. Pour moi, l'accessibilité numérique, c'est une démarche continue qui se fait dans le temps et qui améliore vraiment la qualité de vos sites et de vos services numériques. Pour Amaury. Pour moi, l'accessibilité, c'est faire mieux, non pas que pour les personnes qui ont des handicaps, mais pour tout le monde, pour toutes et tous. Le pire, c'est que c'est même pas tellement plus dur si on le prend en compte dès le début. Pour Alexandra. C'est un sujet profondément humain qui doit être pris en compte dès le début du projet. Merci. Pour Julien. Inclusion. Alors, on ne pouvait faire plus court. Donc, merci. Alors, je vais reprendre alors, le mot de la fin. En tout cas, je remercie tous les auditeurs qui ont été nombreux présents aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'effectivement, je remercie WinePoint. Vous le voyez, nous sommes très bien accueillis dans le très beau studio de WinePoint. Nous sommes, quand je dis nous, c'est l'ensemble des partenaires de l'UGAP, c'est-à-dire BearingPoint, Capgemini, CGI, WinePoint. Il y a également Atos, Open et Soprasteria. Donc, du bout en bout, du conseil SI en passant par la MOA jusqu'à la MOE, vous avez, vous tous qui nous écoutez, des personnes, des femmes, des hommes qui sont convaincus, convaincants, passionnés et qui sont là pour vous aider. Vous aider dans votre transformation digitale, vous accompagner et faire de cet enjeu, je crois que le mot, c'est pas seulement un enjeu phare, de cette nécessité d'inclusion, de cette nécessité de rendre service à nous tous et de prendre à bras le corps le sujet de l'accessibilité numérique. Donc, au nom de tous ceux qui sont autour de moi, au nom de tous ceux qui ont préparé ce webinaire, je vous dis merci. L'accessibilité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, tous ensemble, allons-y. Merci.